Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et voici les sujets du jour au 39 21. Les sirops contre la toux ne servent pas à grand-chose et pourtant nous sommes encore très nombreux à en acheter. C'est ce que dit une enquête de 60 millions de consommateurs. Venez témoigner au 39 21. On parlera de Noël également avec vous. Un Français sur deux commence ses courses de Noël dès la Toussaint. 39 21. Mais d'abord Jean-Michel, l'aéroport de Beauvais, il fait partie des 10 pires aéroports du monde. Le 7e cercle de l'enfer, selon un de ses usagers qui doit quand même exagérer un petit peu. Bonjour Marion. Bonjour. Vous nous appelez de Holt, je ne sais pas comment on dit, dans Holt. la Somme. Holt. Dans la Somme, oui, c'est près de la baie de Somme. D'accord. Quelquefois, il ne faut pas prononcer toutes les lettres. Metz, par exemple, on ne prononce pas. Et là, il faut prononcer toutes les lettres. Holt. Exactement. Alors, vous prenez souvent l'avion à Beauvais pour des raisons professionnelles. Et personnel, oui. Et personnelles, d'accord. Est-ce que vous diriez que c'est un aéroport vraiment horrible? Qu'est-ce que vous en dites, vous, de l'aéroport de Beauvais, Marion? Je pense qu'on pouvait dire cela il y a 8 ans. Parce qu'il y a 8 ans, il y avait un seul aérogare qui était très ancien. On se garait dans les champs. Donc c'était vraiment, vraiment chaotique. Là, depuis plusieurs années, ils ont quand même construit un deuxième terminal qui est récent, qui est plutôt propre. Et il y a de quoi se garer tout autour. Donc je pense qu'il y a quand même une amélioration sur les infrastructures. C'est vrai que par contre, question accueil personnel et service, ça laisse un peu à désirer. Le personnel, c'est-à-dire question souvent d'amabilité et peu parlent déjà anglais. Donc moi étant française, on arrive très facilement à discuter, à échanger. Et je pense que pour un touriste qui débarque là, c'est un petit peu, ça laisse un peu à désirer quand même. Peut-être aussi, j'entends ce que vous dites, on n'aura peut-être pas l'occasion de les entendre, il faut peut-être aussi comprendre que le personnel travaille dans des conditions qui peuvent peut-être être difficiles. Alors ça ne justifie pas forcément le fait de ne pas sourire, de ne pas être agréable. La maîtrise de l'anglais, c'est encore autre chose. Peut-être que les conditions de travail ne sont pas très bonnes. Nous avions le président de la Chambre de commerce et d'industrie tout à l'heure au téléphone et les usagers disent aussi que le Wi-Fi est difficile d'accès, ce que lui démentait. Votre expérience sur l'expérience, au mois de juin, par exemple, oui, c'était complètement inaccessible sur le vieil aérogare, mais fonctionnait plutôt bien sur le deuxième. Donc, c'est vraiment une sorte, je pense, de vétusté d'infrastructure qui fait que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ça dépend d'où est-ce qu'on tombe. Voilà. Donc, au total, pour vous, Marion, c'est plutôt un aéroport assez commode et pas trop désagréable. Voilà, ça reste quand même assez rapide dans leur service, c'est qu'on n'attend pas trop nos bagages. Faut reconnaître, c'est des vols pas chers, hein, donc voilà. Si on veut plus de services, plus de, on peut s'orienter vers un grand aéroport parisien. Là, on reste sur un petit aéroport de province. Mais c'est marrant de se voir quand même aligné à côté de Kaboul, Islamabad, Katmandou. Oui, Katmandou, c'est ça. Ouais. Pays en voie de développement. Et voilà. Il faut dire aussi que c'est un site britannique qui fait ça. Donc, nos amis britanniques sont toujours un peu coquins, si ça se trouve. Hein. Ils ont un peu tordu les chiffres pour nous mettre dans les 10 aéroports les pires. C'est pas impossible tout ça. Hein. En tout cas, merci Marion de nous avoir apporté votre témoignage personnel sur l'utilisation et la pratique que vous avez de l'aéroport de Beauvais. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous nous appelez de Ouistreham, dans le Calvados. De la région de Caen, oui. Voilà, dans le Calvados. Et vous avez utilisé aussi l'aéroport de Beauvais? Oui, à plusieurs reprises. Plutôt satisfaite, plutôt pas? C'est quoi vos impressions? Plutôt satisfaite, moi, de tous mes départs de Beauvais. Je n'ai jamais rencontré le moindre problème. C'est vrai que le personnel est plutôt très affairé et donc il ne nous sourit pas à tout bout de champ. Peut-être des charges de travail très lourdes, si ça se trouve. Voilà, c'est possible. Mais bon, de mon côté, quand je prends l'aéroport à Beauvais, je sais que je vais m'envoler en low cost. Donc je n'ai pas des attentes démesurées. D'accord. Mais malgré cela, ça a toujours été plutôt correct, plutôt bien organisé. Et puis surtout, alors un plus, moi je trouve, par rapport aux grands aéroports, comme Orly, Roissy, c'est un aéroport à taille humaine. Oui. Et quand on est dans la file d'attente et qu'on se prépare pour aller en zone d'embarquement, si on est trop juste en termes d'horaire, eh bien le personnel vient nous chercher, on nous appelle pendant une demi-heure pour faciliter le passage en zone d'embarquement, ce qui n'arrive jamais dans les grands aéroports. Donc c'est vrai qu'il y a des services en moins, mais il y a aussi des services en plus qui sont liés à la petite taille de l'aéroport. Voilà, les toilettes, c'est pas toujours propre, mais j'ai envie de dire pas davantage dans les grands aéroports. Donc, non, moi je... Donc c'est un aéroport, de votre point de vue, qui ne mérite pas ce classement un peu dégradant. C'est très sévère comme classement, très sévère. La sécurité, rien de particulier? Alors la sécurité,
c'est difficile d'en parler. Moi, Oui. j'ai pas eu de problème. D'accord. Donc pas de souci, quoi. Ça doit être bien. Quand même, j'ai assisté à un incident une fois. Une personne avait perdu son portefeuille avec ses billets à l'intérieur, en zone d'embarquement, Oui. et le personnel s'est mis en 4 pour retrouver le portefeuille. On l'a retrouvé avant l'embarquement, avant le départ. Enfin, bon, moi, j'ai jamais vu ça dans d'autres aéroports, quoi. D'accord. Donc, vous voyez, quand vous disiez que vous pouviez être appelé personnellement, s'il y a un peu de retard, ou que le personnel participe au fait de rechercher un portefeuille, c'est aussi un personnel qui est un peu disponible, peut-être pas toujours d'agréable contact dans certaines circonstances, mais quand c'est même... pas forcément des gens qui vont nous entourer, nous porter nos valises, non. Mais en tout cas, je Mais quand pense même que aussi le serviable à minimum certains moments, qu'on peut voilà. attendre est fait. Merci Catherine de nous avoir livré votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Claude. Bonjour. Vous êtes à la Tranche-sur-Mer, en Vendée. Exactement. Et vous aussi, vous avez utilisé l'aéroport de Beauvais. Les expériences, si j'en crois ce que l'on me dit de votre témoignage, ont été plutôt bonnes. Hein. Tout à fait. Mais d'abord, monsieur Apathy, j'aimerais, si vous les avez, que vous nous communiquiez les critères de ce classement. Parce qu'on nous parle d'un classement, mais il y a des critères. Oui. On ne les connaît pas et on voudrait bien les connaître. Il y avait Alors, plusieurs ce que je questions. voulais Il y avait dire- plusieurs questions qui étaient posées. Je les ai mentionnées tout à l'heure dans le dialogue que nous avons eu avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie. L'accessibilité au Wi-Fi, par exemple, aussi l'apparence des bâtiments, l'aménagement des bâtiments, les toilettes, on en a parlé, l'accueil du personnel, les possibilités de stationner ou pas. Enfin, voilà les critères qui étaient évoqués Et d'y dormir pendant la nuit. dans cette enquête. Et effectivement, y dormir pendant la nuit. Alors là, peut-être que c'est un peu plus compliqué par rapport à d'autres aéroports, je ne sais pas. Voilà, si, les critères étaient établis. Après, ce que mentionnait le président de la Chambre de commerce et d'industrie, là, pour le coup, on n'a pas l'information. Est-ce que ces témoignages sont anciens ou pas, par exemple? Voilà, on ne sait pas tout. Bon, voilà, c'est... Écoutez, ce que je peux dire, Oui. c'est que il faut quand même distinguer l'essentiel de l'accessoire. L'essentiel, c'est l'enregistrement des bagages, Oui, c'est l'embarquement. Ce sont les consignes à suivre qui sont données aux voyageurs. Tout ça, c'est exactement la même chose que dans les grands aéroports. J'en ai connu pas mal. J'en connais 2 des 3 principaux aéroports de New York. Je connais Las Vegas, je connais le Caire. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de différence à ce point de vue-là. La différence, c'est que bon, il n'y a pas les mêmes services accessoires, comme par exemple les boutiques, tout ça. Mais bon, oui, ça, quand ça, on oui. achète un billet à moitié prix, on ne peut pas Hmm. s'attendre à avoir les mêmes services que quand on achète un billet à plein tarif. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Moi, personnellement, j'étais satisfait de l'aéroport de Beauvais. Il faut dire aussi que le fléchage sur la A16, la A16 c'est l'autoroute, c'est par où on y accède. Le fléchage sur la A16 est parfait. Hein, et ça, c'est un bon point. C'est pas le cas dans tous les aéroports du monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Non, mais les on toilettes, comprend. elles étaient correctes. Voilà. J'y suis allé. Donc Bon, on comprend que l'aéroport de Beauvais, pour ceux qui le pratiquent, après tout, les témoignages que nous avons recueillis sur l'antenne d'Europe 1 valent bien ce que le site britannique a recueilli. Cet aéroport est tout à fait acceptable et praticable. C'est en tout cas ce qui ressort de vos témoignages. D'après Claude, avec lequel nous venons de dialoguer, Beauvais est même aussi bien que Las Vegas. Donc vous voyez... Bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Annecy, en Haute-Savoie. Vous achetez des sirops quand vous toussez, en sachant que ça ne sert à rien, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. J'étais une très grande consommatrice de ce genre de sirop parce que j'ai un terrain, on va dire, allergique et surtout j'attrape très souvent froid en cette période. Donc le rhume et la gorge. Donc j'étais une très grande consommatrice, mais il s'avère que je me suis rendu compte que, sans vouloir le citer, par exemple le Toplexil, etc., n'était que du pipeau, permettez-moi le terme, mais c'était plus psychologique qu'autre chose. Je me suis rendu compte que surtout c'était en libre service, et à mon avis, nombreuses sont les personnes qui en utilisent, surtout en cette période, avec les maux de gorge, mais pour moi, l'automédication n'est pas du tout la bonne solution, et surtout ce genre de sirop ne fait clairement rien. Et surtout une petite information, je pense que certains savent, mais tousser est quelque chose de naturel. Le fait de stopper la toux via des sirops peut être très, très dangereux. Le fait d'expectorer est un risque si on ne le fait pas. Si on ne le fait pas, donc il vaut mieux laisser faire la nature et ne pas la contrarier avec des sirops. Mais du coup, alors, vous dites « je me suis rendu compte », vous voulez dire quoi
Parce que quand vous Alors, preniez des c'est-à-dire sirops, que- vous aviez quand même 15 jours de tout, et puis ça se réglait Tout à tout fait. seul? Tout à fait. Alors, j'ai vu que j'ai fait le test. Certaines fois, j'en prenais, certaines fois, je n'en prenais pas. Et je me suis rendu compte que même quand j'en prenais, ça ne partait pas plus D'accord. vite. Donc, pour moi, c'est vraiment un effet placebo que de prendre une dose de sirop chaque soir. Mais là, puisqu'on est dans la période, vous n'allez pas en acheter cette année? Si vous Non, si vous cette sentez année, non, enrhumé, vous surtout prenez que- rien. Non, je préfère pas, surtout, comme je vous dis, le fait de ne pas aller chez le médecin. Du coup, on se rue vers les pharmacies, c'est-à-dire l'automédication, avec justement tous ces médicaments libres service. Donc, c'est tentant. Moi, je suis la première à aller acheter tout ce qui est médicaments libre service, mais cette année, non, ça ne sera pas les sirops qui seront dans ma pharmacie. Bon, les pharmaciens et parapharmaciens ne doivent pas compter sur vous pour s'enrichir cette Non. année. Malheureusement, non. D'accord. Merci Margot de nous avoir appelé, d'avoir livré votre témoignage sur Europe 1. Bonjour Marianne. Oui, bonjour. Vous êtes à la Bonjour, Madeleine, dans le Nord? Oui, voilà, je suis tout près de Lille, dans le Nord, où D'accord. on est un petit peu enrhumé. Ah bah oui. Alors là, ça m'arrive, enfin, en ce moment d'ailleurs, je suis Vous comme ça, l'êtes. j'ai pris un petit D'accord. Doliprane parce que je suis pas très bien, mais moi je suis tout le contraire de Margot. Hein. Je me Allez-y. sens pas très bien, je prends le Doliprane et comme je toussais, je suis allée voir le pharmacien, on va pas toujours chez le médecin, disons, en disant, Oui, bien sûr. voilà, je suis malade, alors je vais Qu'est-ce- voir le pharmacien. Oui. Déjà le Doliprane, je le prends, je fais pas le rembourser après pour dire au médecin, vous me donnez 8 boîtes à rattraper, quoi. Mm. Et puis le sirop, je lui demande, elle me demande tout sèche, tout grasse, alors je lui explique. Oui. Elle me donne un sirop, elle dit ça va aller, et j'avoue que j'attends 3 jours, après avoir pris du miel, enfin bon bref, et elle me donne le sirop, et j'ai l'impression qu'après il fait effet. D'accord. Ah oui, vous Mais il m'est arrivé de prendre du sirop, il faisait rien du tout, si vous voulez, je toussais toujours, alors j'ai dit, il me convient pas. Il vous semble que le sirop, s'il est bien choisi, est efficace dans votre cas? Bah oui, c'est... Parce que quand vous allez voir le médecin, même si je dis que je tousse, il me met une prescription de sirop, quoi. Mais là, c'est une enquête de 60 millions de consommateurs qui, Oui. après d'accord, expertise, dit... bah, Mais parce que vous disiez, les sirops, ils servent à rien. Mais moi, quand Ça j'y sert vais, pas j'ai à l'impression grand-chose. qu'il fait Ouais. quelque chose, si vous voulez. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vous comprenez? Mais vous n'allez pas en parler à votre pharmacien, par exemple, pour le prochain achat, en lui disant... Oui, mais en disant, écoutez, ça sert à rien. Est-ce que ça sert, Mais même vraiment le médecin, à quelque quand je vais chose? le voir, il me dit pas, ça sert à rien, n'en Ah, prenez il pas. vous le Mais dit. je suis dans la normale, quoi. J'ai beaucoup d'amis qui vont chez le pharmacien, D'accord. je suis pas bien, j'ai pris un sirop. Voilà, on a tous un nom différent de sirop, qui commence par bron, je sais pas quoi, bron, voilà, et je le prends, quoi. J'ai l'impression que ça va mieux, donc c'est, je sais pas. Bah, vous voyez, là, on parle depuis 2-3 minutes, vous n'avez pas du tout toussé, donc c'est qu'il a dû être, Non, mais il a j'ai dû pris, être là, j'ai efficace. hein. presque fini. Ah bah, vous avez fini la bouteille. J'ai presque fini cette bouteille. Ah alors. là là, et vous allez en reprendre une autre. C'est une Voilà. addiction au sirop, presque. Hein? Oh non, quand même pas, Quand même quand Bon. même pas. Merci Marianne Merci. d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Alors vous, si je puis dire, hein, c'est plus sérieux parce que vous êtes pharmacien. Oui. Donc est-ce que Alors, vous vendez, comme pharmacien, des sirops qui ne servent à rien? Est-ce que c'est une idée que vous admettez, ça? Alors moi, j'admets de risquer de vendre des sirops qui ne servent à rien. Oui. C'est-à-dire que si le patient, et je reviens sur ce qu'avait dit Margot et ce qu'a dit Marianne dans les deux auditrices précédentes, si le patient a pris en automédication parce qu'il a vu marqué libre accès un sirop en pensant que c'est ce qu'il lui faut, on risque d'aller vers un sirop qui ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il doit y avoir l'intervention, bien entendu, du médecin, si on a l'accès au médecin, ou du pharmacien à la pharmacie, pour vérifier que c'est bien le sirop qui va, que c'est bien le sirop indiqué pour son problème. Parce qu'en plus, il y a des toux qui vont être l'image de maladies qui ne nécessitent pas de sirop, mais qui nécessitent des fois de rien prendre, et des fois de prendre des avis médicaux pour des risques beaucoup plus importants qu'une simple toux. Est-ce qu'elle est grasse, est-ce qu'elle est sèche? C'est la question de base, mais c'est pas celle qui est la plus utile. Ce qui est la plus utile, c'est l'entretien qu'il va y avoir avec le professionnel de santé qui va s'intéresser au ressenti dit reconnu par le patient. Mais si on écoute le patient, on se rattrapera. Si on le laisse prendre, et j'espère que c'est jamais le cas, si on le laisse prendre par lui-même sans le conseiller, sans vérifier que c'est la bonne indication, un sirop parce que le nom lui parle ou ça ressemble un petit peu à ce qu'il pense avoir, on va effectivement admettre
risquer de donner un sirop qui sert à rien. Mais l'enquête de 60 millions de consommateurs qui dit que sur 37 sirops testés, il y en a 3 qui sont efficaces et 34 qui ne le sont pas. Ça vous paraît... Je sais pas, vous l'avez peut-être pas lu encore, vous la lisez peut-être. Je n'ai pas lu, c'est sûr que la méthodologie m'intéresse beaucoup. Mais c'est un peu déstabilisant peut-être quand on est dans votre situation d'entendre ça et donc éventuellement de le C'est lire. jamais déstabilisant, enfin moi je pense que c'est jamais déstabilisant d'avoir à argumenter sur ce qu'on vend et la justesse, on va dire, de l'analyse qu'on a faite du cas du patient. Moi, j'ai pas honte de discuter avec mon patient de ce que je lui donne. Je lui donne en toute confiance, comme si je l'avais donné à un de mes proches ou autre. Donc, si je voudrais voir la méthodologie un petit peu de 60 millions, c'est ça qui est intéressant scientifiquement, de voir un petit peu comment ils ont procédé. Dégagé et toutes puis en ces fonction tendances. de ça, effectivement, me faire une opinion. Il est vrai que depuis des années, on a eu la Haute Autorité de Santé, notamment, ou l'Agence nationale de sécurité des médicaments, qui a donné des avis sur certaines prises en charge de traitement. On sait que maintenant, on ne propose plus de sirop, par exemple, pour la toux grasse, ou moins de 2 ans, parce qu'on considère que cette toux naturelle est plus utile aux nourrissons, est plus utile aux nourrissons qu'ailleurs. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi que les parents acceptent ça pour leur nuit précédant le travail, quand le gamin tousse. Il y a toute une globalité de la prise en charge qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on va réellement rendre comme service à ce patient dans son foyer. Et en fonction de ça, c'est sûr que l'enquête de 60 millions, c'est intéressant d'avoir la méthodologie pour le confirmer. Maintenant, si les professionnels de santé proposent une individualisation réelle et éclairée aux soucis du patient, on va y arriver à chaque fois, je ne suis pas inquiet. D'accord. Bon. En tout cas, Rodolphe, peut-être après avoir lu l'enquête, vous déménagerez de vos rayons, peut-être quelques sirops de telle ou telle marque. Vous verrez bien, bonne lecture et merci d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes médecin retraité, je crois ? Médecin retraité à Montpellier. À Montpellier, d'accord. Ouais, voilà. Donc quand vous entendez les sirops servent à rien, vous dites quoi ? Moi, je dis, si vous voulez, que d'abord, il faut considérer qu'est-ce que c'est que la toux. La toux, c'est une réaction de notre organisme à quelque chose qui est un encombrement du système respiratoire. Et donc, a priori, la toux est une réaction qui est naturelle et qu'il ne faut pas systématiquement essayer de combattre, parce que la toux va dégager votre trachée, vos bronches, etc. Donc, donner un sirop quand on a une toux, c'est certainement pas une bonne chose. Deuxièmement, cette toux, il va falloir l'analyser, savoir quelle est exactement son origine. Et là, je pense, et je rejoins tout à fait ce que disait votre interlocuteur pharmacien, Rodolphe. Ça passe naturellement par une consultation médicale et par une auscultation du patient. Et il faut prendre son stéthoscope et ausculter le patient et voir quelle est l'origine de cette toux, parce que ça peut être une toux qui est banale et qui est vraiment le fait d'un petit rhume. Et un petit rhume, on sait très bien qu'un rhume soigné se guérit en 8 jours, un rhume non soigné se guérit en 8 jours. Voilà. Ou bien ça peut être quelque chose de beaucoup plus grave. Et ça, seul le médecin peut le dire. Donc, si vous voulez donner des sirops comme cela sans véritablement avoir une cause à traiter, c'est certainement pas une bonne chose. Et je suis tout à fait d'accord, même si j'ai pas vu effectivement la méthodologie précise de cette étude, je pense quand même que beaucoup de sirops sont inutiles. Et c'est vrai que c'est encore, je vais pas me faire des amis, mais enfin c'est encore un petit peu l'industrie pharmaceutique qui gagne beaucoup d'argent sur des produits qui coûtent pas très cher. Hein. On y pense tous un peu, oui, à ça, effectivement, que quelquefois le commerce prend le pas sur les impératifs de santé. Ça peut arriver. Alors s'il y a effectivement une bonne prise en charge par le médecin d'une part, par le pharmacien d'autre part, eh bien je pense que dans 80% des cas, un sirop est inutile. D'accord. Merci Alain de ce témoignage très complet. Et du coup, on a un peu vu toutes les faces du problème des gens qui prennent des sirops, en sachant que ça ne sert à rien, d'autres qui en prennent avec espoir, et puis ces professionnels de la médecine qui disent quand même que le mieux c'est de consulter avant d'acheter quoi que ce soit, et c'est très bien comme ça. Il est 13h33 sur Europe 1. La suite de vos témoignages, 39 21, 50 centimes la minute, plus que d'un appel, avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Noël approche et il paraît que certains d'entre nous se précipitent déjà dans les magasins. C'est le cas de Gilles qui est à Mainvilliers dans l'Eure-et-Loire. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Vous avez déjà acheté des cadeaux de Noël, vous ?
C'est-à-dire qu'on pratique, je dirais, par les opportunités, parce qu'on est des adeptes des sites internet divers et variés, et donc on profite des opportunités, parce qu'il y a souvent des prix qui varient à l'approche de Noël, et on l'a constaté depuis quelques années, c'est-à-dire que sur un même cadeau, un même jouet qu'on souhaite offrir, il peut y avoir des différences de 30%, je dirais, d'augmentation entre le mois de novembre et le mois de décembre. Oui, en plein rush du mois de décembre, les prix augmentent. Voilà. Vous avez acheté quoi, vous, alors, du coup, Gilles ? Souvent, ce qu'on achète, c'est des choses qui ne sont pas forcément dans la mode de jeux électroniques, parce que ça, c'est des modes qui sont fluctuantes, et puis avec les enfants ou les petits-enfants, faut rester dans le timing, mais c'est surtout sur des jouets, je dirais, plus classiques, soit des pluches, soit des livres, même pour les plus grands, ou des opportunités, des choses comme ça, quoi. Et après, il faut les cacher, que les gens ne tombent pas dessus, notamment les enfants qui pensent qui ne comprendraient pas que le Père Noël soit déjà passé fin octobre. Voilà, dans notre cas, c'est plutôt les petits-enfants, mais voilà, donc c'est vrai. Ils sont bien cachés. On a des grands placards, donc ça se cache facilement. Voilà. Merci Gilles d'avoir livré votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, et je remercie tous ceux qui ont accepté de dialoguer avec nous pendant ce moment qui est toujours intéressant, et que bien entendu, nous reprendrons demain à partir de 13h10.